À la une de l'actualité, 4 décrets contre les accidents de circulation. D'autres décisions concernent la situation dans les casernes et à la fonction publique. La synthèse du Conseil des ministres d'hier dans ce 13h. Drame à Mans, précisément dans le village de Lamapleu, où 4 personnes ont été tuées par un jeune homme de 31 ans. Quelques heures après, le jeune homme a été retrouvé pendu. Les faits dans quelques instants. Hors de nos frontières, Étienne Tshisekedi est mort hier à l'âge de 84 ans d'une embolie pulmonaire à Bruxelles. Il était le symbole de la résistance en République démocratique du Congo. Bonjour à tous. Le gouvernement ivoirien veut lutter contre les accidents de circulation. Il veut donc aller très vite. Hier, 4 décrets ont été pris en Conseil des ministres. D'autres points abordés concernent la situation dans les casernes et à la fonction publique. Le point avec Awa Touré. Le gouvernement entend améliorer la sécurité routière en Côte d'Ivoire. Le Conseil des ministres de ce mercredi 1er février a ainsi adopté 4 projets de décret relatifs à la création d'une commission nationale de sécurité routière, au renforcement des critères de la visite technique, à la mise en place d'un schéma à harmoniser de la sécurité routière et d'un système d'information sur les accidents de la route. Le premier décret porte institution et organisation d'un système d'information sur les accidents de la circulation routière en Côte d'Ivoire. Ce système permettra à notre pays de mieux connaître la nature et de mesurer l'ampleur de l'insécurité routière de façon à mieux planifier les actions de lutte contre ce fléau. Le deuxième décret porte institution d'un schéma harmonisé de gestion de la sécurité routière en Côte d'Ivoire. Ce schéma est articulé autour d'une politique de sécurité routière, d'un organisme consultatif multisectoriel, d'un organisme directeur de gestion de la sécurité routière, en l'occurrence c'est l'OSER dans notre pays, et d'un fonds autonome de la sécurité routière chargé du financement des actions en lien avec la sécurité routière. Le troisième décret est relatif au contrôle technique automobile en Côte d'Ivoire. Il s'agit ici notamment de renforcer le contrôle de l'état des véhicules avec l'institution de contrôle inopiné. Il s'agit de renforcer les sanctions en cas de défaillance. Et je dois dire sur ce point que le gouvernement a longuement évoqué la question, par exemple, des 2 roues et des tricycles. Naturellement, toutes ces questions ont été examinées à la lumière de la situation actuelle de la SOTRA, qui ne permet pas à cette société d'effectuer correctement sa mission de service public. Le 4e décret porte, lui, création, organisation, fonctionnement de la Commission nationale de sécurité routière. Ce décret vise à mettre cette commission en conformité avec les directives de l'UMOA. Pour l'assainissement du cadre de vie des populations des villes et communes de Côte d'Ivoire, le Conseil a pris la décision d'organiser le premier samedi de chaque mois, à compter du 4 mars 2017, l'opération Grand Ménage. Ce Grand Ménage est une opération d'envergure nationale, articulée autour d'activités communautaires, de sensibilisation et de salubrité. Il vise, à travers l'information, la sensibilisation, à amener toutes les composantes de la population à agir ensemble le premier samedi de chaque mois à travers des activités pour la propriété et pour l'esthétique du cadre de vie des populations ivoiriennes. Ce grand ménage démarrera effectivement le 4 mars 2017 sur l'ensemble du territoire national. Cette opération sera précédée d'une cérémonie officielle d'engagement national prévue le 23 février 2017, cérémonie qui sera suivie d'autres actions de sensibilisation sur la période entre le 24 février et le 29 février. Le Conseil des ministres a par ailleurs abordé des questions liées à l'actualité nationale, notamment la grève des fonctionnaires, la situation dans les casernes et des sociétés d'agrobusiness. S'agissant de la situation des sociétés d'agrobusiness, ce qu'il est important surtout de retenir, c'est que c'est la volonté du gouvernement de protéger les populations ivoiriennes.
Il n'y a pas d'autres objectifs derrière les mesures qui sont prises par le gouvernement. Il s'agit de faire en sorte que ces activités-là se déroulent de la meilleure façon. Il faut éviter de le faire dans des conditions qui peuvent, demain, être dramatiques pour certains d'entre eux. Sur cette base, le gouvernement décide de mettre en place des mesures de prudence pour éviter que la situation ne s'aggrave et pour faire en sorte que les ressources qui sont là soient sécurisées, au moins pour ceux qui ont déjà investi. Voilà l'objectif du gouvernement. Donc le gouvernement continuera d'encourager, évidemment, tout ce qui est production agricole en Côte d'Ivoire. Si tout cela se fait, par exemple, avec du financement bancaire, nous n'avons pas de problème. Si tout cela se fait avec du financement propre par les promoteurs, nous n'avons pas de problème. La seule difficulté qui a été évoquée ici, c'est le fait qu'il ait été fait appel à l'épargne publique. Et que les Ivoiriens, massivement, vous l'avez vu, en dizaines de milliers, aillent remettre de l'argent à des structures qui ne sont pas habilitées officiellement en Côte d'Ivoire à traiter ce type d'activité. Les structures qui sont habilitées à faire ce type d'activité en Côte d'Ivoire, c'est les banques, c'est les établissements financiers, c'est les structures de microfinance. Quand vous êtes en dehors, il faut une habilitation particulière, c'est tout, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, mettons bas la terre, cherchons à protéger ceux qui ont investi, faisons en sorte que l'investissement qui a été fait puisse au minimum être retourné à ceux qui l'ont fait. Au titre du ministère de la Santé, le Conseil a donné son accord pour la création d'un service rattaché au CHU de Treichville. Il s'agit du Centre de recherche en maladies infectieuses et pathologies associées pour une meilleure coordination entre la recherche biologique et la recherche médicale. Le Maroc veut renforcer sa coopération et ses investissements sur le continent après son retour à l'Union africaine. Alexis Ouedraogo a rencontré à cet effet l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire. Il a partagé avec notre reporter la vision nouvelle du Maroc. Regardez. Juillet 2016, le Maroc annonce son intention de réintégrer l'Union africaine. Le pays avait quitté l'institution en 1984, une position adoptée après la décision de l'Union africaine de reconnaître la République arabe sahraoui. Elle revendique la souveraineté sur le Sahara occidental. Le Maroc signe son retour, un retour qui intervient après plus d'une décennie d'offensives diplomatiques tournées vers le continent africain et portée en grande partie par le roi Mohamed VI. Aujourd'hui, le Maroc entame une nouvelle ère de son histoire au sein de l'Afrique. Le Maroc n'était pas à l'Union africaine, mais n'a jamais tourné le dos à l'Afrique. Au fil de longues tournées sur le continent, d'importants investissements et accords de coopération ont vu le jour et le Maroc entend renforcer ses positions. Beaucoup de projets sont encore à venir. C'est un commencement, c'est un renouveau pour le Maroc et nous en félicitons. Nous sommes très heureux d'être en Afrique aujourd'hui et d'apporter notre contribution à l'édification d'une Afrique nouvelle, une Afrique apaisée, une Afrique moderne, une Afrique qui aspire et qui répond aux aspirations de son peuple. 30 janvier 2017, le Maroc signe son grand retour au sein de l'Union africaine. Au niveau de la défense, il y a eu passation de commandement à la garde républicaine et au bataillon de commandement et de soutien. Ces nouveaux chefs ont été invités à relever le défi, celui de faire appliquer la déontologie militaire, nous dit Abou Sanogo. Le colonel-major Kwao Amichia Edouard, commandant sortant de la garde républicaine, remet le drapeau dont il avait la garde le temps de son commandement au chef d'état-major général des armées, le général de division Touré Sekou, qui à son tour le confie au nouveau commandant de la garde républicaine. En recevant donc le drapeau des mains du chef d'état-major général des armées, le lieutenant-colonel Issaka Ouattara devient le 12e commandant de la garde républicaine. Dans son adresse, le nouveau commandant a exprimé sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour la confiance placée en lui, puis a rappelé les missions qui lui sont assignées, notamment assurer la protection du président de la République et des hautes autorités de l'État, ainsi que les édifices nationaux. Une troupe disciplinée atteint assurément son objectif. Gardons toujours en mémoire
l'article 1 et 2 du titre premier du règlement de discipline générale. La discipline fait la force principale des armées. Je serai intransigeant sur la question, mais maîtres mots seront la discipline, l'instruction et la condition physique. Au bataillon de commandement et de soutien, le chef d'état-major général des armées a procédé à la passation de commandement entre le chef de corps sortant, le lieutenant-colonel Doumbia Daouda, et le lieutenant-colonel Kone Gaoussou, qui s'est vu confier le drapeau de cette unité. Il assurera la garde tout au long de sa période de commandement. Le nouveau chef de corps a saisi l'occasion pour rendre un hommage au chef de corps sortant et a dit compter sur la synergie des actions de ses collaborateurs afin de mener à bien sa mission. En ma qualité de chef de corps, je promets fermement que c'est le départ d'une période empreinte de sérénité et d'ardeur au travail dans la discipline militaire. Par ailleurs, je prends le serment d'entretenir et de renforcer la cohésion et la fraternité en notre sein. Un défilé à pied des troupes a mis fin aux 2 cérémonies de prise de commandement qui consacrent l'effectivité de la prise de service du chef militaire. Face à la montée de la criminalité depuis le mois de décembre dernier à Bouaké, la cellule antidrogue de la gendarmerie nationale a mis en place l'opération reprise de la ville de Bouaké en main. Cette opération a permis de mettre le grappin sur 28 individus, dont 4 militaires. Reportage Soro Corona, commentaire Chris Larsen. 28 malfrats et consommateurs de drogue, dont 4 militaires, une jeune fille de 20 ans et un étudiant arrêté. Une importante quantité de drogue et 3 fumoirs détruits. C'est la prise de la cellule antidrogue de la 3e Légion de gendarmerie de Bouaké dans le cadre de l'opération reprise de la ville de Bouaké en main. Une opération pour combattre la criminalité et l'insécurité dans la 2e ville du pays qui se sont amplifiées ces 2 derniers mois. Le mois de janvier a vu la montée de cette criminalité à Bouaké. Les quartiers de Sokoura, Belleville, Air France, Dar es Salaam, la gare routière sont devenus infréquentables par la présence de ces hors-la-loi. Conséquence, vol à main armée, braquage et viol, des actes commis sous l'effet de la drogue. Les consommateurs de la drogue évoquent plusieurs raisons. C'est l'entourage, c'est pas de ma faute, c'est l'entourage, les amis, tout ça. Sinon, je suis bien d'une famille bien éduquée, c'est pas. Je suis la preuve même ici en licence professionnelle. Dieu merci au Dieu, je suis un petit ingénieur. Je partais à la maison, j'ai passé dans un chemin que je ne devrais pas passer là-bas. Mon papa m'a vu, il m'a appelé, venez et je suis venu. Ça fait 2 ans. C'est le problème de la famille qui fait, c'est pourquoi je consomme pour pouvoir oublier. L'opération reprise de la ville de Bouaké en main, lancée en début du mois de décembre, a permis de mettre la main sur plus de 800 individus. Cette opération prendra fin la semaine prochaine. Et ce drame dans le village de Lamapleu, dans le département de Mans. Actuellement, les populations sont toujours sous le choc. Un jeune homme d'une 30aine d'années, armé d'une machette, a tué 4 personnes. Il a fait également 8 blessés. Après, il a été retrouvé mort. Le récit avec Hervé Bouy. Les faits remonteraient au mardi 31 janvier 2017 dans la soirée. Selon les témoignages recueillis sur place, le présumé tueur nommé Tiakese Guillaume, âgé de 31 ans, fils de Lamapleu et résident à Mans, est allé au village rendre visite à sa grande sœur. Au domicile de cette dernière, il s'entretient avec elle et son mari de sujets divers. Soudain, il s'empare d'une machette et contre toute attente assène un violent coup sur la tête de son beau-frère assis tranquillement dans sa chaise. Il meurt sur le champ. Ensuite, il s'acharne sur la petite fille de sa grande sœur, âgée d'une 15aine d'années et élève en classe de 6e. Elle s'écroule à son tour. Et là, c'est la débandade. Dans l'obscurité totale, étant donné que le village n'est pas électrifié, il rentre à tout hasard dans des maisons et toujours avec sa machette, frappe ça et là. Il avait pris un enfant de 4 ans ici, il l'a mis dans son bras. Puis machette là et cache comme ça. Donc les gens viennent là, ils ne savent pas que c'est lui qui est en train de faire ces choses. Maintenant, quand tu passes, il met. Au moment, les gens ont su que c'est lui qui est en train de faire ça là. Ah, en tout cas, il a tué 4 personnes déjà, puis nombreux blessés. 4 morts et 8 blessés, parmi lesquels une jeune dame dont le bras a été entièrement sectionné.
Après son forfait, il s'enfuit dans la brousse alentour. Une battue est alors organisée par les villageois pour le retrouver. La gendarmerie de Mans, informée du drame, s'est rendue sur le lieu pour faire le constat d'usage. Et c'est dans la matinée du mercredi 1er février 2017 qu'il est retrouvé mort, perché dans un arbre, le corps criblé de balles de fusil de chasse. Les blessés, quant à eux, ont été évacués au CHR de Mans et aussitôt pris en charge. Pendant ce temps, à Lama Pleu, la population encore sous le choc se demande ce qui a bien pu se passer dans la tête de Tiakese Guillaume pour endeuiller de la sorte tout un village. Dans le département de Korogo, précisément dans la localité de Kiemou, les populations sont soulagées. Désormais, elles ne vont plus parcourir de longues distances pour faire des papiers administratifs. Hassan Khan et Amadou Ouattara Walter. Un château d'eau, un centre de santé, un établissement primaire et un collège de proximité sont les infrastructures de base de la sous-préfecture de Kiemou, localité située dans le département de Korogo. Peuplée de plus de 8000 habitants, Kiemou n'a toujours pas de centre d'état civil. Conséquence, les populations sont obligées de parcourir de longues distances pour s'établir un document administratif. Depuis 1961, les actes d'état civil se faisaient à la sous-préfecture de Napié qui est située à 30 km d'ici. Pour mettre fin à la souffrance des populations, Kiemou a été érigé en sous-préfecture en 2010. Le premier sous-préfet vient d'être officiellement installé. L'érection de Kiemou en sous-préfecture répond à un souci du gouvernement de rapprocher l'administration des populations afin de faciliter l'obtention d'un extrait, date de naissance ou un autre papier lié au service de l'état civil dans les localités rurales. Le nouveau sous-préfet de Kiemou entend se mettre entièrement à la disposition de la population. L'administration s'est rapprochée davantage de cette population. J'invite alors déjà la population à venir à la sous-préfecture pour avoir toutes les informations concernant les actes d'état civil. Occasion pour les autorités administratives, politiques et la population de la région du Poro d'exprimer leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour sa politique de décentralisation pour le bien-être des populations rurales. Ici à Abidjan, insalubrité et commerçants se côtoient au quotidien dans le marché Adema. C'est dans la commune de Yopougon, quartier Maroc. Espace occupé de façon illégale et anarchique par les commerçants selon les autorités municipales. Godefroy Okambawa a fait le constat. Son élément est commenté par Franck Quadio. Un tas d'ordures, drôle de dépotoir en plein marché. Un décor banal au marché Adema. Nous sommes au quartier Maroc à Yopougon, une commune d'Abidjan. Des ordures ménagères déchargées ici au quotidien en plein cœur de ce lieu de commerce au grand désarroi des usagers. Ces ordures n'existaient pas parce que l'ancien marché était ici. C'est de là que nous sommes partis sous l'hangar. Donc c'est quand nous sommes partis là-bas que l'insalubrité s'est installée. On ne voudrait même plus que ça existe en 2017 là. On n'a pas la possibilité, on n'a pas la force, on n'a aucun moyen. Donc on nous voit ça comme ça et puis on fait ça là. Une situation loin de plaire aux riverains et les clients qui se font de plus en plus rares. Les clients même ont diminué. Les clients ne rentrent plus comme avant. J'habite à côté, au 4e. L'odeur monte jusqu'à chez nous là-bas. Surtout quand on tue les poulets, le sang de poulet et tout ce que les femmes là jettent là-bas, l'odeur monte. Et les habitants de côté, d'à côté aussi, rentrent là-bas pour aller verser leurs ordures. Vraiment, ça nous dérange beaucoup. L'autorité n'ignore pas le problème. Selon la municipalité, l'espace relève du domaine public. Elle entend mettre fin à cette situation. Ce sont des gens qui sont venus s'installer là pour créer un marché. C'est un espace qui n'a pas été construit par la mairie. C'est donc une installation anarchique. Alors qu'il y a l'espace sur le marché où on aurait pu créer un dépôt pour les ordures ménagères où un camion viendrait enlever. Et on ne peut pas accepter que nos populations vivent avec les ordures au quotidien. Nous sommes conscients et nous allons enlever. Nous allons faire enlever. C'est ça, dans les meilleurs délais.
Des actions d'assainissement sont donc prévues dans d'autres marchés et espaces publics de la commune de Yopougon les mois à venir selon la direction technique de la mairie. Des initiatives qui permettront d'améliorer les conditions de vie des populations. À Daloa, l'université Jean-Laurent Guédé, équipée de matériel lourd et de consommables. Une bouffée d'oxygène pour cette université dont les besoins en matériel de travaux pratiques faisaient défaut. Thérèse Tapéoboué. Le personnel enseignant et les étudiants de l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa pourront travailler désormais dans de meilleures conditions. Le gouvernement vient en effet de doter cette université d'équipements lourds et de consommables. Une bouffée d'oxygène pour cette université spécialisée dans l'agroforesterie. La présidente de l'université a exprimé sa gratitude au gouvernement pour ces équipements. Il y avait un manque criard de matériel, ce qui a été l'une des causes des grèves à répétition. Aujourd'hui, c'est une bouffée d'oxygène que nous avons. C'est vrai que ça ne résout pas tous nos problèmes, mais l'État de Côte d'Ivoire a répondu à nos besoins pour donc amorcer les travaux pratiques et même amorcer la recherche. Le chef de service de la recherche a demandé pour sa part à ses collègues et aux étudiants de prendre soin du matériel reçu. C'est notre responsabilité pour ce matériel que nous venons d'acquérir. Il nous appartient d'en prendre soin parce que c'est à partir de ce matériel-là que nous pourrons apprendre véritablement à nos étudiants. Les équipements reçus sont composés, entre autres, de microscopes, de balances de précision, de fours à incinération et de produits pour les travaux de biologie, de chimie et de physique. Pas le même décor. Au Centre culturel Jacques Aka de Boaké, il a été inauguré le 16 février 1974. Aujourd'hui, sa bibliothèque souffre de plusieurs maux, déficit de livres, inexistence d'outils multimédia. On fait le point avec Amadou Ouattara Walter. Étudiant en faculté d'histoire à l'université Alassane Ouattara, Souleymane Traoré fréquente régulièrement la bibliothèque du centre culturel Jacques Aka de Boaké. Il arrive tant bien que mal à recueillir des informations nécessaires pour ses travaux de recherche. C'est le seul centre culturel de Boaké et la seule bibliothèque qui permet aux étudiants de travailler. Les conditions sont accessibles puisque l'instruction est à 2 000 francs l'année. La bibliothèque elle est capitale pour nous. Depuis la première année jusqu'en Master 1 aujourd'hui, c'est ici que nous venons étudier. D'autres personnes, à savoir enfants et adultes, s'intéressent à la lecture. Des lecteurs qui ont également choisi cette bibliothèque pour connaître le monde. Depuis la classe de 6e, depuis 1977, j'ai fréquenté la bibliothèque de Jacques Aka. Mais ça fait toujours bien de revenir à la source, quoi. Et j'ai beaucoup d'estime pour la structure Jacques Aka. Et il serait bien qu'on pense à l'équiper. Baba, le livre des couleurs. Quand je viens à la bibliothèque, je connais le monde. J'apprends à lire. Je suis content d'être ici à la bibliothèque. J'aime les bandes dessinées. Comme quoi, la bibliothèque du centre culturel Jacques Aka continue d'attirer des lecteurs issus de toutes les couches socio-professionnelles. Avec ses quelques 10 000 livres, cette bibliothèque a enregistré environ 1400 lecteurs ces 2 dernières années. Pourtant, les difficultés qui minent le bon fonctionnement de la bibliothèque sont réelles. Notre bibliothèque vraiment est en souffrance. On a un manque de documents et puis surtout la salle multimédia aussi. Parce qu'à l'ère du 21e siècle, nous avons besoin de salles multimédia pour pouvoir combler le vide des documents que nous ne pouvons pas avoir en notre possession. Le directeur du centre culturel Jacques Aka souhaite un appui de la part de bonne volonté. Il y avait la coopération française qui ravitaillait le centre en ouvrage. Et puis, bon, il y a quelques bonnes volontés qui font des dons. Mais cela s'est estompé. Il faut que les maisons d'édition nous accompagnent dans notre activité culturelle livresque. Le centre culturel Jacques Aka de Boaké a été inauguré le 16 février 1974 par le ministre d'État Auguste Denise. 43 années après, sa bibliothèque a visiblement besoin d'être rénovée et équipée.
Fin de la 105e assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques. Cela après 5 jours d'intenses travaux à Katiola dans la région du Hambol. Les évêques demandent de privilégier le dialogue pour le règlement de tout conflit. Reportage Ouattara Madou Walter. Fin de la 105e assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire à Katiola. Ces dignitaires chrétiens ont réfléchi sur la bonne marche de l'Église. Leurs travaux ont porté sur la catéchèse. C'est par la catéchèse qu'on peut faire connaître aux chrétiens le Christ, l'aimer et à son tour le faire connaître et aimer par les autres. La messe de clôture de la 105e assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques a mobilisé les croyants venus des 4 coins du pays. Les évêques demandent de ne pas céder à la tentation de la violence comme moyen de revendication, mais d'accueillir le dialogue dans la justice et la vérité comme voie de règlement des problèmes sociaux et économiques. Les Ivoiriens doivent retenir que le clergé, l'épiscopat, l'Église de Côte d'Ivoire invite encore une fois à la réconciliation sur les bases de la justice et de la vérité pour toutes les parties en présence. Louange au Seigneur, prières et offrandes ont marqué cette messe de clôture tenue à la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Katiola. Hors de nos frontières, Étienne Tshisekedi est mort hier à l'âge de 84 ans d'une embolie pulmonaire à Bruxelles où il était hospitalisé. Il était le symbole de la résistance en République démocratique du Congo. Le point avec Michel Digré. À la 10e rue Limette, siège de l'UDPS à Kinshasa, une centaine de partisans de ce parti en état de choc après l'annonce du décès de leur leader Étienne Tshisekedi. C'est la loi de la nature, c'est Dieu qui avait planifié son temps. Et puis on est là et nous allons continuer toujours la même lutte. Le président Étienne Tshisekedi qui vient de nous quitter a sacrifié toute sa vie pour lutter pour l'instauration de la démocratie dans ce pays. Et nous, il nous a légué, il nous avait demandé, donné une mission de lutter pour l'obtention de l'alternance. L'opposant historique en République démocratique du Congo est mort ce mercredi à Bruxelles à l'âge de 84 ans. Peu de temps après l'annonce de son décès, la police a dispersé un début de rassemblement à Kinshasa en tirant des grenades lacrymogènes. Vous avez été témoin des gaz lacrymogènes. Moi-même, je suis blessé. Ils ont tiré des gaz au siège du parti pendant que se tenait la rencontre de tous les chefs des grands partis du rassemblement de l'opposition. Plusieurs ont été étouffés et d'autres sont hospitalisés. Ils n'ont eu aucun respect, même pour un grand baobab, Étienne Tshisekedi. Concurrent malheureux à la présidentielle de novembre 2011, marqué par des irrégularités, Tshisekedi n'avait jamais reconnu la victoire de Kabila et s'était proclamé président élu de la RDC après l'annonce des résultats officiels. À la tête de la principale coalition de l'opposition congolaise, Étienne Tshisekedi avait été désigné pour diriger le Conseil national de suivi de l'accord politique conclu le 31 décembre 2016 entre les différentes plateformes de l'opposition et la majorité présidentielle. Malade et affaibli, il décède avant son installation effective à ce poste proclamé le 26 février. Étienne Tshisekedi n'aura finalement pas eu le temps de relever l'ultime défi de sa riche carrière politique. En Gambie, 6 jours après son retour triomphal, le président Barrow a présenté hier les premiers membres de son gouvernement. 10 postes ont été attribués. Il devrait y avoir en tout 18 ministres. La mise en place de ce gouvernement prend du temps car le chef de l'État, qui veut un mélange entre acteurs politiques et technocrates, doit négocier avec les 7 partis qui l'ont désigné candidat à la présidentielle. CAN 2017, première demi-finale. Les Burkinabés et les Égyptiens ont joué hier. L'Égypte a réussi à l'emporter 4-3 au tir au but après le nul 1-1 à la fin du temps réglementaire et de la prolongation. La deuxième demi-finale, c'est ce soir. Le Cameroun affronte le Ghana.
Voilà, et c'est la fin de ce 13h supervisé par Michel Mambo. Merci de votre fidélité.